Rue déserte, barrage de police, Wuhan, dans le centre de la Chine, s'est transformé en ville fantôme. Ses 11 millions d'habitants sont en quarantaine, coupés du monde. C'est là, sur un marché illégal d'animaux sauvages, que le coronavirus est apparu. Dans les hôpitaux de Wuhan, les salles d'attente sont surchargées. Le nombre de patients infectés ne cesse d'augmenter. Les équipes médicales de l'armée ont été appelées en renfort. Les fournitures et le personnel, y compris les médecins et les infirmières, ont été bien préparés. Nous sommes confiants pour mener cette bataille. Pour réduire les risques de contagion, les autorités de Pékin ont imposé des contrôles et des restrictions de déplacement. Les Français bloqués à Wuhan pourraient être rapatriés en milieu de semaine, avec toutes les précautions d'usage à leur arrivée. Afin d'éviter toute propagation du virus sur le territoire national, les personnes ainsi rapatriées feront l'objet d'un suivi médical par des professionnels de santé et demeureront dans un lieu d'accueil pendant 14 jours. En France aussi, l'épidémie frappe et inquiète. Des pharmacies sont même en rupture de stock de masques. Mais les médecins invitent à garder la tête froide. C'est beaucoup moins grave que par exemple le SRAS. Donc je pense qu'il ne faut pas céder à la panique parce que justement on a un dispositif pour contrôler l'épidémie. L'hôpital public, en crise depuis des mois, serait-il capable de faire face à une épidémie de grande ampleur ? La France met-elle suffisamment de moyens en œuvre pour éviter un tel scénario ? Faut-il avoir peur du coronavirus chinois ? Pour en parler, 3 invités. Valérie Niquet, bonsoir. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez publié La puissance chinoise en 100 questions aux éditions Taillandier. Vous considérez que la Chine a connu un véritable phénomène de panique. Lors de l'apparition de ce coronavirus, les autorités locales ont commencé par cacher ce qui se passait, par peur de la réaction du gouvernement de Pékin. À côté de vous, le professeur Sophie Matron. Bonsoir, professeur. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Selon vous, on commence seulement à avoir une idée de la contagiosité de ce virus et il se développe plus rapidement que le SRAS, mais il serait moins mortel tout de même. On va préciser toutes ces données avec vous tout à l'heure. Et enfin, Éric Favreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Libération, spécialiste des questions de santé. Vous estimez que depuis le SRAS en 2003 et Ebola en 2011, la communauté médicale a mis en place un dispositif très efficace pour faire face justement à une crise sanitaire. Un réseau de spécialistes s'est organisé à l'échelle mondiale. Nadia, première question d'un de nos internautes. Oui. Tout le monde est très inquiet. Très inquiet. Ouais. Et c'est donc la question d'un téléspectateur qui demande ceci. Savons-nous comment apparaissent les nouveaux coronavirus comme celui qui sévit actuellement en Chine ? Professeur Matron, on a évoqué une transmission d'un animal vers l'homme. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à ce stade de quel animal on parle et de quel mode de transmission s'opère ? Ce qu'on sait déjà, c'est que en fait, c'est pas un virus qui apparaît. C'est un virus qui existait probablement depuis quand, je ne sais pas, qui est d'une famille de coronavirus dans lequel il y a 7 coronavirus, avec des coronavirus pas très méchants qui donnent des rhumes, et puis le SRAS et le MERS. Alors, en ce qui concerne le changement d'espèce, enfin ce qui se passe actuellement, ce qui se passe, c'est que ce virus probablement animal a muté, et a acquis la possibilité d'infecter un animal, probablement une chauve-souris, ou des chauves-souris qui sont le réservoir, qui infectent d'autres animaux. Avec un foyer qui se situerait a priori dans un marché, on parle d'un marché. Là, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas ont comme caractéristique commune d'avoir fréquenté ce marché. Ce marché où on sait qu'existe, malgré le fait que ce soit interdit, mais vous le direz mieux que moi, un certain nombre d'animaux qui arrivent vivants et qui sont tués sur place. Pour la consommation des Chinois, et c'est illégal, Valérie Niquet. Alors, effectivement, depuis le SRAS, non, ça n'est pas totalement illégal. Ce qui est illégal, c'est d'utiliser des animaux sauvages. Donc, en théorie, il y a des élevages de civettes. Pourquoi pas de chauves-souris ? Enfin, on imagine tout le côté un peu fantastique de ces choses. Et qui donne un certificat de qualité, entre guillemets. Mais évidemment, tout ça, on est en Chine, tout s'achète, tout s'échange, tout se monnaie. Et on voit que quelques années après le SRAS, eh bien, finalement, ces marchés qui sont finalement pas du tout traditionnels en Chine. Les Chinois, traditionnellement, il ne faut pas imaginer qu'ils mangeaient de la chauve-souris à
tous les repas. C'est relativement récent, cette consommation d'animaux rares. Et l'idée, c'est de montrer qu'on a de l'argent, qu'on peut organiser des banquets avec des animaux comme les chauves-souris, qui sont des symboles de longévité, les offrir. Et c'est dans tout ce système de réseau, de relations. Et c'est comme ça que ces marchés continuent d'exister. Et de symboles. Le chiffre du jour, Benjamin ? 56 millions de personnes sont actuellement placées en quarantaine en Chine. Le chiffre est impressionnant. Et Pékin a annoncé ce week-end la suspension des voyages organisés en Chine et à l'étranger. Alors, Éric Favreau, on se pose la question, est-ce que la mise en quarantaine a déjà fait ses preuves dans le passé, notamment pour lutter contre le SRAS ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que, face à des épidémies, il faut des mesures un peu particulières et que la quarantaine, que je ne sais pas, on peut parler dans le cas du sida, ce qui s'était passé de façon un peu particulière à Cuba a permis, en enfermant tous les séropositifs quelque part, ça a fait que le virus ne s'est pas beaucoup propagé. Mais ce sont des mesures très particulières. Voilà. Que les mesures de confinement, d'isolement, etc. sont très particulières et surtout, toutes ces mesures-là ne fonctionnent que si ça s'inscrit dans une société de confiance. C'est-à-dire que la santé publique, les mesures face à une épidémie, il faut de la confiance. Et vous pouvez prendre des mesures d'isolement, de quarantaine, s'il y a cette confiance qui se... Bon, la Chine est un pays un peu particulier. Alors justement... Mais le professeur Matron a l'air dubitatif. Non, je ne suis pas du tout dubitatif. En fait, je me fais simplement la réflexion de qu'est-ce qu'on dirait s'il n'y avait pas ces mesures de confinement. Et donc, en fait, on est dans une situation où on n'en est plus du tout à parler des mesures de prévention pour éviter une épidémie. On est dans... Comment la contrôler. Alors, il y a des études très intéressantes, très récentes, auxquelles d'ailleurs contribuent les chercheurs chinois, qui montrent que le taux de transmission, c'est à peu près c'est entre une personne et demie et 3 personnes et demie à partir d'un cas. Et à partir de là, il y a des modélisations qui montrent que si c'est ça, environ donc 2,5, si c'est ça, il faudrait, pour contrôler l'épidémie, arriver à contrôler 60% des cas. Donc, moi, je veux bien qu'on dise le confinement, c'est compliqué, il faudrait que qu'il soit plus cool, mais est-ce qu'on a d'autres moyens ? La question, c'est pas tellement qu'il soit plus cool, c'est que pour le moment, bien sûr, c'est efficace mécaniquement, ça je veux bien le croire. En plus, je suis pas médecin, mais simplement, on sait qu'à Wuhan, par exemple, sur 11 millions d'habitants, il y en a déjà 5 qui avaient quitté la ville avant le confinement. Donc, si on étend un peu les possibilités d'infection, et on voit bien qu'aujourd'hui en Chine, le problème, c'est que l'ensemble de la Chine est touché, même si le foyer est bien Wuhan. Donc, de toute manière, il est un peu tard pour confiner. En revanche, oui, prévenir les gens, leur indiquer qu'ils peuvent être très très peu symptomatiques mais déjà contagieux, leur donner confiance, aller se déclarer. Un des graves problèmes en Chine, c'est que la santé coûte cher, c'est un pays où on paye pour se faire soigner. Les gens hésitent à aller à l'hôpital, à se déclarer. S'ils ont besoin de se déplacer pour le business, tout simplement, ça va toucher l'économie. C'est quand même on en parlera tout à l'heure. Mais vous dites qu'il y a 5 millions de personnes qui sont parties. Est-ce que ça veut dire que la Chine a été transparente tout de suite ou pas ? Parce qu'on nous dit que, par exemple, localement, les autorités n'aiment pas parler de cela, ils ont peur d'être réprimandés par les autorités de Pékin. Est-ce que tout cela s'est fait dans la transparence ? Ce qui est vrai, c'est que quand on compare avec ce qui s'est passé au moment du SRAS, on n'est pas du tout dans la même situation. La Chine communique. Elle a communiqué à l'OMS, elle a donné la séquence très vite. Donc ça, c'est un énorme progrès, les interactions avec les chercheurs étrangers dont vous parliez. En revanche, ce qu'on sait, ce qu'on semble savoir, c'est que le premier cas officiellement avéré se serait déclaré le 8 décembre à Wuhan, que immédiatement tout le monde a pensé au SRAS au bout de quelques cas, et que l'idée c'était oh là là, que faire, surtout pas de panique, et surtout ne nous faisons pas remarquer les autorités à Pékin, parce qu'on ne peut pas dire que depuis l'arrivée au pouvoir, on en vient à la politique de Xi Jinping, il y a une relation de confiance étroite qui se soit établie entre les autorités centrales et des autorités locales dont la carrière dépend du pouvoir central totalement et non pas de la manière dont ils gèrent la santé publique. On reste dans la politique. Oui. Vous parliez des autorités centrales, justement, et le Premier ministre chinois déploie des moyens pharaoniques, et notamment la construction très rapide d'hôpitaux. On l'écoute. La qualité de cet hôpital doit être garantie. Construire vite, ça ne veut pas dire construire mal. Ce projet que nous construisons ensemble doit protéger la population d'une épidémie. C'est la sécurité avant tout. Alors, vous êtes prêts ?
Alors, Eric Favreau, on voit que en Chine, ça se déploie très rapidement. Est-ce qu'en France, vous avez l'impression que le pouvoir politique est à la hauteur des attentes de la population? On a toujours l'impression qu'on leur reproche d'en faire trop ou pas assez. Alors là, non, pour une fois, on va être un peu positif sur ce qui s'est passé. C'est depuis 15 ans, en tout cas, pour suivre ces questions-là, depuis l'épisode du SRAS. Puis après, il y en a eu d'autres, quand même. Il y a eu, en particulier, Ebola, il y a quelques années. Le dispositif français a été radicalement modifié, changé, adapté, etc. Et quand vous discutez, mais que ce soit avec Sophie ou avec d'autres personnes, etc., le changement mondial est massif. La riposte mondiale face aux épidémies s'est professionnalisée de façon très, très impressionnant. Donc il ne faut pas... Alors certes, il y a encore plein de problèmes, mais quand vous discutez avec des chercheurs, ils vous disent, on est tous sur Twitter, on a des publications quasi immédiates. Alors pour la situation française, là, ça marche plutôt bien, quoi. De toute façon, là, c'est quand même un peu peanuts. Il y a quelques cas, c'est pas très dangereux. Et puis, il y a tout un dispositif. À commencer par le SAMU, n'est-ce pas? Voilà, le SAMU. Et quand on discute avec... Qu'est-ce qui se passe au SAMU quand quelqu'un appelle le SAMU, Sophie Matron, professeur Matron? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, déjà, quelqu'un fait le 15. Déjà, en amont du SAMU, il y a la notion que toute personne qui a une question ou qui pense avoir un symptôme appelle le SAMU pour aller aux urgences. Une toux, un problème respiratoire? Une toux, un problème respiratoire. Qui ne serait pas la grippe? Non, en fait, ça peut être comme la grippe, mais le critère, c'est d'avoir été en contact avec la Chine. Soit directement parce qu'on y a été, soit parce qu'on a été en contact avec un patient qui, lui, a été exposé. Mais est-ce que le SAMU est en capacité d'absorber ce flux d'appels? On sait qu'il y a eu énormément d'appels depuis qu'Agnès Buzyn a dit appeler si vous avez des doutes. Je suis très mal placée pour dire combien il y a d'appels, mais j'ai l'impression que c'est géré et gérable. Et bon, ensuite, une fois que le SAMU est appelé et qu'il y a la possibilité que ce soit un cas, à ce moment-là, le cas est classé en lien avec un infectiologue. Et avec cet infectiologue, ensuite, il y a un lien avec l'INVS pour savoir si c'est un cas possible. Donc tout ça est rodé et n'est pas rodé depuis le nouveau coronavirus, est rodé depuis Ebola. Hautement plus transmissible. Et ce qu'ils disent, quand on discute avec eux, c'est qu'aujourd'hui, entre le moment où il y a quelqu'un qui va alerter en disant et le moment où il va être testé et on aura le résultat, il se passe 8 heures. C'est ce que dit ton chef de service. Mais on les croit toujours, les chefs de service. Mais cela dit, alors que dans le cas du SRAS, c'était avant quelques jours, etc. Là, le délai se réduit. Le délai est extrêmement court, absolument. Et c'est aussi grâce au fait qu'on a un test disponible, parce que les informations et les séquences ont été partagées par les chercheurs chinois. Eh bien, cette réduction des délais réjouirait bien évidemment la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Thibault Nolte lui prend la température, lui prend la tête, si je puis dire.